sujet qui nous intéresse aujourd'hui concerne des personnes qui soit ont vécu en France et se sont mariées en France et continuent à être en France, soit des personnes qui sont parties vivre en Israël. Et donc, on a un sujet au niveau des droits on va dire, pas des droits, mais même de la succession ou de différentes donations. Le premier problème, et c'est pour ça que je voulais commencer, ce n'est pas une problématique fiscale, c'est une problématique civile. Le sujet est de savoir quel est le droit applicable. C'est la raison pour laquelle le préalable est souvent ce qu'on voit avec les Nathanaël, on va dire au sens large, c'est le sujet de souvent de réaliser un testament lorsqu'on arrive en Israël. Parce que ça peut surprendre, mais des personnes peuvent vivre en Israël depuis 15 ans, s'ils n'ont rien fait, c'est le droit civil français qui va s'appliquer et avec une obligation légale de déclarer en France, même si ce n'est pas imposable fiscalement, la totalité de leur patrimoine français et israélien. C'est très important à comprendre ça. Donc, le premier sujet, et avant tout civil, il faut avoir conscience que lorsque tout le monde a déjà vu une déclaration de succession en France, hein, la déclaration de succession en France, c'est un CERFA et chacun ne regarde qu'un seul aspect, l'aspect fiscal, de savoir combien je vais payer de droits. Mais en réalité, ce document, il a une importance au niveau civil pour la répartition. Je vous rappelle qu'on a deux visions totalement différentes entre la France et Israël. En France, euh, à part la quotité disponible qui dépend du nombre d'enfants, c'est-à-dire que si on a trois enfants, on peut réserver un tiers de son patrimoine à quelqu'un qui ne serait pas héritier. Si on a deux enfants, c'est 25%. À part cette limite-là, on ne peut pas déshériter un enfant. Tandis qu'en Israël, on peut donner à qui on veut. Et c'est toute la différence. Donc, il est important de comprendre et de se dire, et ça, c'est le premier warning, attention, quel est le droit applicable? Avant de parler de ensemble de fiscalité, c'est ce sujet-là qui est important. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va passer à la fiscalité et on a un deuxième sujet. Souvent, nos clients, je parle côté français et côté israélien, confondent l'impôt sur le revenu, les différents impôts. Il faut savoir qu'on a bien une convention fiscale entre la France et Israël en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune. Alors, impôt sur la fortune immobilière. Mais qu'il n'existe pas de convention entre la France et Israël en matière de droit de succession. Alors, vous me direz, c'est bizarre. Ben non, c'est pas bizarre. La France a signé 130 conventions 130 pays, hein, en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune. En matière de droit de succession, on en avait, je crois, 31 ou 32. Le Mali ayant dénoncé sa convention, on en a perdu une. Donc vous voyez qu'on a quand même quatre fois moins de conventions signées. Et ça concerne essentiellement les pays européens et, on va dire au sens large, d'anciennes colonies. Pourquoi? Parce que la France veut conserver à tout prix les droits de succession. Et c'est normal quand on connaît, quand on sait que la France est quasiment championne de l'OCDE en matière de droits de succession. Alors, juste en passant, Macron, lorsqu'il a été réélu, souhaitait revoir les droits de succession qui sont aujourd'hui jusqu'à 45%, souhaitait les passer jusqu'à 60% en France et retirer tout lien familial. Bon, il se trouve que comme il n'avait pas de majorité, c'est jamais passé et qu'on verra ce que nous dira l'avenir. Donc, euh, à partir de ça, c'est là où il est important de comprendre deux choses. Donc, je vais vous laisser peut-être en Israël parler des droits de donation et succession, et puis après, on reviendra sur l'aspect vue de France. Parce que, comme on n'a pas de convention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux droits s'appliquent. Alors, c'est plutôt favorable dans le cas d'Israël. On va le voir pourquoi. Ça pourrait être nettement moins favorable dans d'autres cas. Je vous laisse prendre la parole. Je ne sais pas qui commence.
Je vais démarrer. Présenter, s'il te plaît. Merci. Alors, Nathaniel Drey, bonjour, enchanté. Cabinet Drey Natco, expert comptable et fiscaliste en Israël. Merci Georges d'abord pour cette brillante introduction sur la partie française. Euh, pourquoi c'est important aussi de regarder le volet israélien et c'est pourquoi on a voulu aussi intervenir en même temps que Georges, parce qu'il faut bien comprendre une chose et malheureusement, enfin, on a de plus en plus de personnes qui terminent leurs 10 ans et on commence à découvrir le patrimoine de ces personnes en dehors d'Israël. Et il faut savoir une chose, c'est que très souvent, les personnes pensent qu'en Israël, et à partir du moment où ils ont fait leur alia, il n'y a plus d'impôt sur la succession. Ils sont sortis complètement de cette case-là et tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. Or, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'impôt sur la succession, certes, n'existe pas en Israël sur les biens israéliens distribués entre résidents fiscaux israéliens. Et là se pose toute la complexité, c'est que euh, la France et d'autres pays également, comme l'Angleterre, les États-Unis, appliquent un impôt sur la succession si le défunt, l'héritier ou le bien transmis, si un des trois se trouve dans le pays, donc on va dire en France pour l'exemple, eh bien il y a un droit de succession qui va s'appliquer. Donc c'est pas tout. Nous on est là dans le cadre pour aider les gens à faire leur alia. Et c'est important qu'ils comprennent le paysage général, le paysage global. Et faire sa alia, mais garder des actifs en France, alors que donc les parents viennent, les enfants viennent, mais laissent des actifs en France, il y aura un impôt sur la succession à payer. Georges va nous le détailler par la suite. Il y a peut-être des abattements dans lesquels desquels on va pouvoir bénéficier, il y en a certainement, mais il faut bien comprendre que vous n'êtes pas sorti à la fois de l'impôt sur la succession et puis, j'ouvre la parenthèse, également de l'impôt sur la fortune immobilière, tant que les actifs, ce qu'on parle d'actifs immobiliers, restent situés sur le territoire français, vous êtes toujours concerné par ce type d'imposition. Et donc, c'est pourquoi on a voulu ouvrir cette parenthèse importante, qui est de dire effectivement, attention, warning, en Israël, il n'y a pas d'impôt, mais à l'étranger, le pays peut, on va dire la France, peut appliquer un impôt. Ça, on va dire, c'est la première prise de conscience pour laquelle on a voulu intervenir. Et ensuite, je vais laisser Georges dérouler ensuite sur la partie. Donc, OK, qu'est-ce qui se passe? L'héritier est en Israël, le défunt est en Israël, mais le bien reste en France, par exemple. Donc, comment ça va être traité d'un point de vue technique? Mais ensuite, on va regarder en Israël comment ça va être traité par la suite dans Ouais, le c'est ça. cadre d'une éventuelle revente, où là aussi, c'est très important de bien comprendre que Israël n'impose pas la succession au moment du décès, mais attention, c'est un actif, et comme tout actif, si il est vendu, il faut vérifier si vous êtes dans le cadre de vos 10 ans d'exonération, ou bien s'il est vendu après la période d'exonération. Oui, Nathanaël. Moi, je pense aussi qu'il faut ouvrir une double parenthèse qui est vraiment à l'ordre du jour en ce moment avec les régularisations spontanées. Quand on dit qu'en Israël, il n'y a pas d'impôt sur les successions, c'est vrai. Mais si le bien qu'on a hérité ou les actifs qu'on a hérités génèrent des revenus qui sont imposables, on n'est pas complètement sorti de l'imposition. Donc, c'est très important parce que justement, ils ont approuvé maintenant une nouvelle, il y a une nouvelle procédure de régularisation spontanée, les divulgations volontaires là qui va que vraiment dans les quelques jours, ils vont nous sortir le mode d'emploi. Donc, c'est très important que lorsqu'on dit il n'y a pas d'impôt sur les successions en Israël, c'est vrai qu'il n'y a pas d'impôt. Mais si vous héritez d'un compte en banque en Suisse qui génère des plus-values, qui génère des intérêts, etc., il faudra le déclarer en Israël. Surtout avec l'échange d'informations aujourd'hui, on est obligé de le déclarer. Si vous ne l'avez pas déclaré ou que votre papa ne l'a pas déclaré, eh ben, il faudra le régulariser. Aujourd'hui, ils nous ont permis de faire ces régules spontané en anonyme, c'est-à-dire on peut arriver à un arrangement avec Israël pour vraiment ouvrir une nouvelle page. Surtout les personnes qui héritent n'ont pas envie de traîner vraiment quelque chose qui va encore, c'est un fardeau pour les gens en sachant quelque chose qui n'a pas été déclaré. Donc on hérite de quelque chose, on aime bien commencer une nouvelle page, déclarer, régulariser cette chose. Et aujourd'hui, c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'Israël, la conseillère juridique du gouvernement a approuvé il y a quelques jours cette nouvelle procédure de régularisation spontanée qui va être jusqu'à fin 2025 et c'est la dernière fois qu'Israël l'autorise. Donc, il n'y a pas d'impôt sur la succession, mais il y a des impôts sur ce qu'on hérite si jamais ça génère quelque chose. Je pense que c'était une parenthèse qui est importante à ouvrir, surtout en ce moment. Alors pour moi, c'est un élément important parce que là maintenant, on va envisager différents cas et souvent on a ce sujet qui est de dire, mais quand je revends, sur quelle base est calculée la plus-value en Israël? Alors, et donc c'est pas neutre parce que là on parle du coup d'après.
Et c'est souvent ce qu'on dit à nos clients, mais ça peut avoir une forte incidence. Donc, on va prendre premièrement les personnes qui sont résidents fiscaux français. Une personne qui est résidente fiscale française, qui vient à décéder ou qui fait une donation concernant un bien immobilier en Israël, est obligatoirement imposable en France. Alors, moi, en pratique, là, on vient de régulariser une donation la semaine dernière, une régularisation importante. Euh, ou peut-être, je vais peut-être commencer par un autre préalable, c'est que à partir du moment où on sait que la France impose, il faut se prémunir et optimiser et organiser préalablement. En France, et c'est souvent ce qui a été, ce qui est contesté souvent par la Cour des comptes, c'est que elle voit une fiscalité à deux vitesses avec des personnes qui s'organisent et des personnes qui ne s'organisent pas. Il faut toujours prévoir en avance une succession parce que on arrive à diminuer moyennement de 30% et on peut même des fois monter jusqu'à 50% de diminution de droits. Et donc, on se pose la question, je suis résident fiscal français, j'ai un bien en Israël. Si je viens à décéder, obligatoirement, je dois le déclarer. Alors, le temps, que ce soit Nathanaël Drey ou Nathanaël Cohen, ou des clients venaient nous expliquer, ah, mais je vais pas le déclarer. Alors, c'est juste apocalyptique, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus parce que, d'abord, la France, et pas uniquement concernant Israël, utilise maintenant l'arme du pénal et puis que tout se sait à n'importe quel niveau. Donc, on ne peut plus dire aujourd'hui, je fais une donation et je ne donne pas l'info ou une succession. Alors, je voudrais juste appuyer sur un point, celui de la donation. Il y a un texte qui existe en France et qui vous montre qu'il y a lieu de bouger et plutôt rapidement. Si une donation n'est pas déclarée en France, l'administration, pour calculer les droits, va avoir la possibilité soit de retenir la date réelle de la donation, soit la date de révélation il a été faite devant elle du bien. Et donc moi aujourd'hui, j'ai des donations qui n'ont pas été déclarées en France, en Israël, en France, des donations faites en Israël, et j'ai un vrai sujet parce que à l'époque le bien valait, on va dire 500, aujourd'hui il vaut 1000 et que l'administration, bien évidemment, prend le montant le plus élevé des deux. Donc, ne vous dites pas super, et c'est imprescriptible, hein, et donc ne vous dites pas super, je fais une donation et je vais laisser passer du temps et personne ne me verra. Ça n'existe pas. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pouvoir déclarer la donation ou la succession. Alors, le premier cas, il est relativement simple. Je fais une donation où je décède et je suis résident fiscal français. Petit point pratique sur la donation, nous on exige un niveau de détail lorsque la donation est faite en Israël. Attention, les avocats israéliens n'ont pas le même niveau de détail que ce que nous on peut exiger. Et nous, on en a besoin. En pratique, comment ça se passe? Vous allez faire une donation en Israël et nous, dans les 30 jours, on va la régulariser en France et payer les droits. Alors, on va pouvoir utiliser des mécanismes comme la donation de la nue propriété plutôt que la pleine propriété pour pouvoir diminuer. Il y a un certain nombre de mécanismes, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Deuxième élément, on va considérer, c'est là où vous allez intervenir, Nathanaël, chacun, c'est on considère que vous êtes résident fiscal israélien et que vous avez des biens en Israël et vous décédez. Bah, première option, vos ayants droit résident tous en Israël. Alors là, Nathanaël, on est bien d'accord, rien n'est dû. On parlera après de la plus-value, hein, mais j'essaye de synthétiser, voir les niveaux d'options. Bon, sur le bien en Israël, rien n'est dû. Sur le bien qui pourrait être détenu en France, eh ben, le problème, c'est que vous avez une succession qui s'ouvre en France. Alors tout à l'heure, je vous expliquais que on avait souvent une problématique, et notamment avec la disparition de l'ISF,
Pourquoi? Parce que sur les clients qui sont domiciliés à mon cabinet, lorsqu'il y avait l'ISF ancienne formule, on voyait quelles étaient leurs liquidités en France. Aujourd'hui, on les voit plus. Donc, on a quelques surprises. Euh, Nous, sur Israël, l'an dernier, on a dû gérer une dizaine de déclarations de succession, et souvent avec des montants importants. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que nos clients ne pensent qu'à l'immobilier. Or, si vous avez une succession en France, elle va s'ouvrir au regard des biens immobiliers situés en France, mais également des comptes bancaires que vous pouvez détenir en France. Donc, quand un de mes clients me dit, son épouse me dit, tiens, mon mari avait laissé 500 000 euros en France sur un compte bancaire parce que ça le rassurait, ben, je lui ai dit, ça le rassurait peut-être, mais vous avez payé des droits sur 500 000 euros. Donc, vous pouvez être résident fiscaux israélien, vos enfants résidents fiscaux israéliens, si vous avez un compte bancaire en France, des actifs immobiliers, vous aurez une succession française. Alors, ce sont les règles françaises qui s'appliquent, avec un abattement jusqu'à 100 000 euros par enfant, et puis après, vous allez pouvoir monter jusqu'à 500 000 euros, un taux de 20%, et puis ça va monter jusqu'à 45%. Et il n'existe pas de droit de succession entre conjoints. Donc ça, c'est important de comprendre que vous n'avez pas obligatoirement la main sur ça. C'est pour ça qu'avec Nathanael, ce qu'on organise souvent et ce qu'on dit à nos clients, c'est que si vous êtes marié sous le régime de la communauté ou même de la séparation, souvent on va vous faire opter en Israël pour le droit israélien et vous faire un système croisé de communauté universelle au dernier vivant, c'est-à-dire de donation aux conjoints survivants. Et la particularité en Israël, c'est que ces testaments, contrairement à ce qu'on connaît nous en France, ne pourront pas être modifiés dès que l'un des deux sera décédé. Et donc, c'est un élément important de pouvoir se dire, je vais organiser mon droit civil et ma fiscalité de manière différente pour ouvrir une succession le plus tard possible. Mais ça n'a d'intérêt d'ouvrir une succession le plus tard possible que si vous organisez aussi, vous laissez le temps d'organiser cette succession pour réduire au maximum le montant des droits. La difficulté, et il faut pouvoir jouer avec le droit israélien qui vous donne une absence de droit en matière de donation. Je prends l'exemple d'un de mes clients qui a des immeubles à Paris pour plusieurs millions d'euros. Il aurait ses liquidités en Israël, ses enfants ne paieraient rien. Il a ses liquidités par l'intermédiaire de biens immobiliers situés en France. Il doit payer. Alors, la problématique qu'on a, c'est que très souvent, mes clients me disent, mais si je vends, effectivement, je vais avoir souvent, parce que c'est des biens détenus depuis très longtemps dans les familles, une exonération de plus-value en France. Mais pour autant, j'aurai jamais la même rentabilité en Israël et je n'aurai pas non plus la sécurité d'un placement immobilier. Et il est vrai que dans ce cas-là, on voit bien que la fiscalité va venir en seconde position. Et donc, j'ai de nombreux clients où depuis plusieurs années, on organise, et souvent sur les 10 ans de l'ALIA, la transmission ou le rachat par les enfants par le biais d'une holding pour passer sur des mécanismes un peu plus compliqués. Mais voilà, il faut prévoir ces mécanismes-là sur les biens situés en France si vous comptez les garder. Dans le cas contraire, vous aurez des droits de succession qui peuvent être et qui peuvent monter rapidement. Alors, par les temps qui courent, où en France on a quand même une crise immobilière, on a un certain nombre d'opérations qui se réalisent. On en a vraiment beaucoup en ce moment parce que comme l'immobilier est au plus bas, ça nous permet effectivement d'éviter et de limiter le montant des droits de succession. Donc là, on est dans le cas où extrême, où aucun des ayants droit ne vit en France et tout le monde vit en Israël et on se trouve à devoir payer des droits de succession en France. Et puis on a le cas un peu plus classique où vous vivez en Israël, vous êtes résident fiscaux israélien, mais
vous avez des enfants qui vivent en Israël et en France. Et alors là, on va aller sur un testament beaucoup plus travaillé, où on va expliquer que les biens français vont aller prioritairement aux résidents fiscaux français et les biens israéliens prioritairement aux résidents fiscaux israéliens. Pourquoi? Pour éviter de faire payer en France aux Israéliens des droits de succession qu'ils n'auraient pas à subir. Et donc, par ce cadre-là, après tout dépend de la constitution, de la substance du patrimoine, on va pouvoir diminuer les droits de succession. Nathanaël, est-ce que vous avez des éléments à rajouter sur ça ou des compléments? Ou vous souhaitez parler tout de suite de la plus-value et des calculs de plus-value? Déjà, juste aussi, je sais pas, Nathan, si tu l'as dit, mais il y a quand même aussi une différence entre la donation et la succession en Israël. La donation en Israël est complètement exonérée, la succession est complètement exonérée, mais la donation d'un bien immobilier, par exemple, il faut savoir que il y a un abattement sur la taxe d'acquisition, c'est seulement à hauteur d'un tiers de la taxe d'acquisition. La plus-value est exonérée. Souvent, lorsque les personnes réfléchissent, est-ce qu'ils veulent donner, c'est dans tous les cas, ils comptent vraiment laisser ça à leurs enfants. Des fois, c'est plus avantageux de laisser ça en succession en sachant qu'il y a zéro d'impôt plutôt que de donner un bien en donation. Et là, il y aura un tiers de taxe d'acquisition. Là, c'est juste rajouter ce petit élément. Voilà. Et attention aussi, la donation n'est exonérée en Israël que si elle est donnée, ce qu'on appelle Betom Lev, c'est-à-dire de bonne foi, et à un résident fiscal israélien. Si vous donnez un actif à votre fils, mais qu'il est résident fiscal français, on va dire les droits réduits ne s'appliquent pas, la donation sera imposable. Euh, je voulais parler effectivement de la répartition des actifs entre les ayants droit qui sont à la fois en France et en Israël, mais ça, tu l'as très bien fait, Georges, donc ça, c'est parfait. Et ça, je vous recommande vraiment de le faire parce que très souvent, on a des accidents. Si vous avez des enfants qui sont à la fois en Israël et à la fois en France, et vous avez un patrimoine qui est à la fois en Israël et à la fois en France, c'est hyper important de répartir dans le cadre d'un testament rédigé de manière habile, de répartir les actifs pour éviter un accident fiscal bête qui peut en plus être facilement évité. Avant de parler de l'imposition à la fois sur les revenus, à la fois sur une éventuelle plus-value, je voulais aussi vous rappeler que très souvent, les personnes qui font leur alia disposent de fonds de réserve dans leur holding et que en cas de décès, ces holdings sont donc de droit français et vont entraîner des impôts sur la succession à payer en France. Rappelez-vous que lorsque vous faites votre alia et que vous signalez à la France comme quoi vous n'êtes plus résident fiscal français, vous bénéficiez d'un régime favorable pour la distribution des dividendes qui sera imposé à hauteur de 12,8%. Vous ne serez plus imposé à hauteur de 30, plus éventuellement 4%. Et en Israël, pendant les 10 premières années, vous n'êtes pas imposable puisque c'est des dividendes de sources étrangères. Donc c'est une manière, au lieu de laisser l'argent dormir sur vos holdings éventuellement en France, distribuez cet argent, faites-le venir en Israël, payez effectivement 12,8%, mais l'avantage, c'est que d'abord, vous bénéficiez d'un régime favorable sur la distribution du dividende, et puis ensuite, vous pouvez reconstituer éventuellement un patrimoine en Israël. On en a parlé plusieurs fois. Ensuite, sur l'imposition des revenus. Alors, on a vu que lors d'une succession en Israël, on va considérer à partir de maintenant que on parle d'un actif en France, par exemple, qui a été reçu par un héritier israélien d'un parent israélien. Donc on a bien compris qu'il y a un impôt à payer en France, une éventuelle succession, et ensuite l'actif devient la propriété donc de l'enfant qui est résident fiscal israélien. Une fois que l'enfant récupère cet actif, on peut parler par exemple des parts d'une SCI, eh bien on va avoir potentiellement des revenus maintenant qui vont être perçus par cette personne. Et donc ces revenus, ils deviennent imposables en Israël. Je ne parle pas encore de la plus-value, je parle des revenus. Et donc là, c'est extrêmement important, et c'est pour ça que Nathanaël a parlé tout à l'heure de la déclaration de la divulgation volontaire. C'est très important de comprendre que ces revenus sont à déclarer en Israël tous les ans dans le cadre de votre déclaration fiscale. Il y a peut-être des manières d'optimiser, voire même certains revenus peuvent être exonérés, comme par exemple les revenus fonciers qui proviennent de biens que vous détenez en nom propre. Mais il faut comprendre que cette détention d'actifs doit être signalée tous les ans lors de la déclaration
de revenus annuels. Et ensuite, une fois que vous avez traité les revenus tous les ans, il se pose la question d'une éventuelle plus-value. Quand vous avez récupéré l'actif, il se passe en Israël un mécanisme qui est, en fait, on prend la place, on rentre dans les chaussures du défunt. On prend la place, on rentre dans les pantoufles du défunt pour reprendre le terme exact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va bénéficier du prix d'achat historique, de la date d'achat historique, et grâce à ce mécanisme, on va en fait récupérer l'actif comme s'il avait été détenu par le défunt. Et lors d'une éventuelle revente, eh bien, le prix d'achat et la date d'achat qui comptent pour Israël, c'est le prix d'achat initial et la date d'achat initiale. Et en Israël, si vous avez terminé vos 10 ans d'Alia, vous devenez imposable sur la plus-value. Et l'imposition de la plus-value en Israël, c'est 25%. C'est un taux qui est linéaire, qui est de 25% pour un actif qui est détenu après 2012. Il y a des taux qui sont à 20% entre 2003 et 2012, et puis qui étaient à jusqu'à 50% pour les actifs un petit peu plus anciens. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que l'on est imposé en Israël seulement au prorata du nombre de jours de détention après la fin des 10 ans. Je vais prendre un exemple pour être un petit peu moins technique. Imaginons que vous avez un actif qui avait été acheté en 1970 pour 100 000 euros. Et puis, en 2020, cet actif est donc hérité. Et puis vous avez fait votre alia, on va dire, en 2010. Donc, vos 10 ans se terminent en 2020. Et en 2020, vous héritez de cet actif. Et puis cet actif, vous décidez de le vendre en 2024. Donc, qu'est-ce qui se passe en 2020? Aux yeux du fisc israélien, rien. Parce que vous avez hérité d'un actif, il n'y a pas d'impôt sur la succession. Aux yeux du fisc français, vous avez payé des droits en France lors de la succession. En 2024, quand vous allez vendre cet actif, le fisc israélien, mettons que vous le vendiez pour 1 million d'euros, donc le fisc israélien, il va dire, attendez, vous avez réalisé une plus-value de 1 million d'euros au prix de vente, moins 100 000 euros, c'était le prix d'achat historique en 1970. Donc on a une plus-value initiale de 900 000 euros. Mais cette plus-value, quand est-ce qu'elle a été constituée? Elle n'a pas été constituée l'année de la vente. Le fisc israélien considère qu'elle a été constituée au prorata chaque année progressivement depuis 1970 jusqu'à 2024. Donc on a 54 années de détention d'actifs et sur ces 54 années, vous n'avez que 4 ans pendant lesquels vous étiez concerné par l'imposition israélienne. Donc les 900 000 euros que vous avez vont être imposés à hauteur de 25%, mais seulement sur une quote-part de 4 divisé par 54. Et ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que le prix d'achat initial, les 100 000 euros que vous aviez payés en 1970, on sait que les euros c'était des francs à l'époque, mais ce prix d'achat initial, Israël vous accorde le droit de calculer l'érosion monétaire. Donc vous allez bénéficier de l'indexation de ce prix d'achat initial. On va ramener depuis 1970 jusqu'à 2024 la cote par la valeur de votre prix d'achat initial et la plus-value ne va pas se calculer finalement entre 1 million moins 100 000 euros, elle va se calculer entre 1 million moins 100 000 euros réactualisés et elle va être multipliée par le nombre d'années de détention post-alia divisé par le nombre d'années de détention totale de l'actif. C'est technique, si vous avez des questions, vous êtes amené à nous contacter. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne sert à rien de courir pour vendre à tout prix un actif parce que vous venez de passer vos 10 ans et attention, je vais me faire taper à 25%. Ça ne sert à rien. Là, comme l'a dit Georges, on n'est pas dans une période favorable sur la partie immobilière en France. Les prix s'essoufflent un petit peu. Il y a des baisses importantes dans certaines villes. Si vous n'êtes pas dans la nécessité de vendre d'un point de vue trésorerie, je ne vous conseille pas de vendre maintenant. Les années qui vont passer, certes, seront des années qui vont augmenter la quote-part imposable sur le barème israélien, mais je vous rappelle que vous êtes toujours concerné par une imposition au prorata des années de détention post-alia. Donc ne courez pas pour vendre presque des fois à perte ou en tout cas dans des conditions défavorables. Prenez le temps, c'est pas grave si vous avez encore un an qui passe, un an sur 54 années, ça fait pas grand-chose, surtout quand on multiplie ça par 25%. Donc ça, À moins c'était qu'il y ait une éventuelle, partie. Nadèle, à moins qu'il y ait quand même une éventuelle succession bientôt pour les personnes qui sont malades, Oui, etc. non, si on fait Et qui veulent un ramener les deuxième actifs. tour, si on Non, fait un non, mais ça, deuxième tour, il vaut c'est mieux vendre, c'est vrai. important. C'est vrai. C'est important pour les personnes Oui, qui sont. et ton exemple avec 54 années, on le retrouve pas obligatoirement partout.
Oui, c'est Donc, un peu long. parce que la traduction de ce que tu dis, pour que ce soit bien, parce qu'on, nous, on connaît le sujet, c'est quand même, ça signifie qu'on a une double imposition. En France, lorsqu'on paye des droits de succession, ça purge totalement les plus-values. Par ce mécanisme, vous allez vous rendre compte que vous avez payé des droits de succession en France et que en Israël, cette plus-value va venir s'ajouter au même sujet. Et c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Je pense que c'est important de le répéter. Alors, Euh, tu m'amènes sur un sujet justement qui est assez technique et je voulais en parler également. Ça s'appelle le mécanisme du step-up. Quand il y a un défunt, c'est un terme israélien. c'est un terme anglais. Anglais. C'est quand il y a un défunt à l'étranger qui décède avec un actif à l'étranger et que le résident fiscal israélien récupère cet actif, donc exactement le cas qu'on a donné précédemment, il y a un mécanisme en Israël qui permet d'aller demander une réactualisation du prix d'achat de l'actif à la valeur de la donation ou de la succession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre exemple, l'actif de 1970 qui a été donné, la succession a eu lieu en 2020, on a la possibilité dans le cadre du step-up d'aller demander au gouvernement israélien non pas de prendre la place, de rentrer dans les pantoufles et de prendre le prix d'achat initial et la date d'achat initiale, mais en fait de faire comme s'il y avait eu une vente au moment de la succession et que cette vente va nous permettre de réactualiser le prix d'achat à la valeur de l'actif au moment de la succession. Et tout cela sans impôt en Israël. Donc c'est extrêmement intéressant quand on a un actif, on a un défunt à l'étranger et on a un actif à l'étranger avec un résident fiscal israélien héritier, hyper important de sélectionner le process du step-up. Attention, c'est un process de déclaration obligatoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut Dans quel simplement dire. délai? Dans quel délai? C'est dans les 60 jours qui suivent la succession. D'accord, Mais parce que c'est une procédure qui s'effectue en tant que pré-ruling. Hein. C'est pas quelque chose que la dernière fois qu'on avait parlé du step-up, il y a des personnes qui nous ont dit, attends, alors comment on fait le step-up? Ils en ont parlé avec leur avocat ne savait pas de quoi il parlait. Le step-up, c'est une sorte quand même, c'est une procédure spécifique qu'on demande aux impôts. C'est une sorte de ruling. Hein. C'est ce que j'attendais dans le cadre de la procédure volontaire, de la procédure obligatoire. C'est pas on peut pas se dire oui, mais je voudrais un step-up sur ce que j'ai reçu il y a 5 ans. Pas du tout. Il y a un cadre, il y a un pré-ruling, il y a une ossature très, on va dire, administrative, avec des process bien déterminés qui permettent de bénéficier du step-up. Mais le step-up est extrêmement important, peut-être pas forcément dans le cadre d'un actif immobilier, mais aussi dans le cadre de, par exemple, des portefeuilles ou de comptes titres que l'on peut récupérer à l'étranger. On a la possibilité par ce système-là d'aller rehausser, réactualiser à la valeur d'aujourd'hui l'intégralité des actifs que vous détenez dans le portefeuille. Donc ça, c'est très important sur la partie du step-up. ça signifie donc que cette double imposition, lorsque le bien est à l'étranger, on peut par ce système la supprimer. Il faut aller plutôt vite. Et par contre, lorsque le bien est en Israël, on aura de toute façon ce sujet de double imposition. Lorsque le bien est en Israël, c'est effectivement, alors une précision, quand il y a un mécanisme sans step-up et qu'il y a eu des frais de succession qui ont été payés, que ce soit en Israël ou ailleurs, on rajoute évidemment ces frais de succession au prix d'achat initial. Hein, on ne va pas repayer des impôts, ça compte comme une charge pour pouvoir calculer éventuellement une future plus-value. Donc, c'est pas totalement perdu. On peut le déduire évidemment d'une éventuelle plus-value. Et aussi, je précise, on parle souvent des détentions via holding française d'actifs immobiliers en Israël. Attention dans ce cadre-là, en cas de décès, puisque c'est une holding française qui détient un actif, même si le défunt est en Israël, l'héritier est en Israël, le bien est en Israël, étant donné que les parts qui détiennent le bien sont détenues par des holdings françaises, on retombe dans le cadre d'une succession en France. Voilà pour ma part. D'accord. Juste pour les délais, on va préciser que quand un résident fiscal français décède, on a un délai de 6 mois, c'est le 30e jour du 6e mois pour déposer une déclaration de succession. Mhm. Lorsqu'on hérite d'une personne qui est résidente fiscale à l'étranger, on passe à 12 mois. Donc c'est important. Après, au centre de non-résidents, on peut quelquefois négocier avec eux, surtout lorsque les successions se passent mal au sein de la famille, parce que c'est vrai qu'en pratique, moi, ce que je vois,
c'est que les résidents fiscaux israéliens, et notamment les résidents fiscaux israéliens depuis un certain temps, ne comprennent pas pourquoi ils ont des droits de succession à payer en France. Et donc, c'est C'est très vraiment compliqué. l'objet de Ils cette disent, mais intervention. mon frère, ma sœur en France, c'est normal. Ah oui, mais à partir du moment où Oui. on a un résident ou un bien immobilier en France, il faut le payer. Or, la difficulté qu'on a, moi j'ai deux dossiers aujourd'hui qui sont bloqués, c'est qu'en France, on a un système de solidarité. C'est-à-dire que quand la France voit que quelqu'un ne paye pas ou une succession n'a pas payé, elle va typiquement essayer de prendre le plus riche. Alors des fois elle se trompe, elle prend pas le plus riche. Et donc elle fait des saisies chez lui et libre à lui après de se retourner contre les autres pour récupérer les sommes. Donc on ne rigole pas en France avec les droits de succession, on a des délais à respecter. Il n'est pas obligatoire de passer devant notaire. C'est des cas, lorsqu'on a de l'immobilier français, oui, mais lorsqu'on a uniquement de l'immobilier israélien, ce n'est pas nécessaire. Donc voilà, autant d'éléments. Ce que nous, on voit aussi avec Nathanaël, c'est surtout prévoir pour pouvoir diminuer des droits. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, aller très souvent opter pour le droit civil israélien. C'est permis par les textes européens, notamment de 2015. Et derrière, si on a des droits qu'on calcule et qui peuvent être importants, ben, commencer par des donations de niveaux un peu différents, bénéficier, regardez si vous bénéficiez d'exonération sur la vente de biens immobiliers pour éventuellement vendre ces biens au sein du cercle familial. Autant d'éléments qui sont importants parce que, honnêtement, lorsque vous avez une succession qui tombe, et ça peut arriver à n'importe quel moment, se retrouver avec des droits à payer souvent apocalyptiques, nous on voit que les gens sont dans la difficulté. Alors, néanmoins, je rassure, lorsqu'on n'a que de l'immobilier en France ou principalement de l'immobilier, on peut échelonner le paiement des droits de succession. C'est également prévu. Donc, il y a beaucoup de choses, mais c'est comme tout, hein, si on veut pas transférer la patate chaude à ses héritiers, il faut plutôt gérer ça de son vivant. Et la difficulté, alors aujourd'hui, on n'a pas de droit de succession en Israël. Alors, vu de France, j'ai l'impression que constamment en Israël, il est prévu d'en créer à 5%, mais depuis le temps qu'on en parle, c'est un peu comme tout en Israël, ça avance pas trop. Donc je sais pas, Nathanaël, si vous avez des infos tous les deux, mais voilà. Sur la De partie plus, israélienne, il faut de, savoir que l'impôt sur la succession, il existait jusqu'en 81, il a été annulé. Donc, c'est pas un voilà. impôt qui n'existe pas, ça s'appelle Mas Yerusha. Mais il Ils en ont parle. essayé, ils ont essayé de la refaire en 2002, 2005, 2009, mais ça passait rien. Chaque nouveau directeur d'impôt essaye de la remettre à l'ordre du jour, mais ça passe pas. Les gens préfèrent mourir en Israël gratuit. Alors c'est pas, attention, c'est pas une exception dans le monde, hein. Vous avez pas mal de pays, vous avez le Portugal, vous avez l'île Maurice, vous avez quand La même Belgique beaucoup aussi, de qui est assez, destinations où il n'y a pas de droit de succession. Euh, alors, à l'inverse, en France, on a des droits quand même hyper importants. Il se trouve que lorsqu'on fait une analyse purement économique, euh, on se rend compte que c'est souvent pas une bonne idée de pas faire payer de droits de succession parce qu'on se retrouve donc avec des familles de rentiers qui transmettent sans jamais payer de droits. Et il y a des analyses au niveau de fiscalité internationale très intéressantes. Sans aller jusqu'au montant des droits de succession qu'on subit nous en France, euh, c'est souvent un bon équilibre fiscal d'avoir des droits qui existent parce que sinon on crée des clans et c'est toujours très très compliqué au niveau national après. deux conseils que je me suis quand même noté, qui sont assez importants et en tout cas moi sur ça, je pourrais terminer. Tu vas Euh, parler du certificat, je sens. Ça c'est le deuxième Cool. conseil. Euh, Et après on répondra aux questions. ouais. Le premier conseil, c'est de bien faire attention. Même parfois, j'ai entendu tout à l'heure Georges parler d'exonération ou d'abattement pour durée de détention. Attention, cela concerne le droit fiscal français uniquement. Tout à fait. Lorsque vous vendez un actif, que vous êtes après vos 10 ans, peu importe si vous avez eu des droits d'exonération en France, vous êtes imposable en Israël.
à hauteur de 25%. Si vous avez payé plus que 25% en dehors d'Israël, il y a un mécanisme d'abattement et vous ne compléterez pas, vous n'allez pas payer plus que 25%. Mais si en France, par certains mécanismes, vous avez bénéficié d'un taux inférieur à 25%, vous devrez compléter jusqu'à 25% sur la quote-part israélienne, toujours avec le même système de prorata que j'ai expliqué précédemment. Deuxième conseil, et ça c'est du vécu, demandez tous les ans si vous êtes ric-rac sur le nombre de jours que vous faites en Israël, demandez tous les ans un certificat de résidence fiscale auprès de l'administration fiscale israélienne. C'est hyper important. Quand une personne réside en Israël, a des actifs en Israël, avec des enfants en Israël, et que cette personne fait des allers-retours, qu'il est assez limite sur le nombre de jours, comme vous le savez, la France n'a pas les entrées-sorties du territoire, il est primordial de demander un certificat de résidence fiscale tous les ans. Ce certificat va vous permettre d'éliminer tous les droits de succession sur le patrimoine israélien. Si vous n'avez pas ce certificat, c'est extrêmement compliqué d'aller le chercher une fois que le défunt n'est plus là. On peut le faire, il y a des mécanismes qui permettent, mais c'est beaucoup plus complexe. Demandez-le tous les ans, contactez un expert comptable, allez vous-même au bureau des impôts. C'est un certificat qui est de base pas très complexe à obtenir, mais qui nécessite on va dire une intervention technique. Avec ce certificat, vous êtes tranquille. Si vous habitez en Israël, vous avez des actifs en Israël, vos héritiers sont en Israël, vous éliminez toute chance de succession, d'impôt sur les successions sur les actifs immobiliers en Israël, ou en tout cas, ce sera beaucoup plus difficile pour la France d'aller chercher et d'aller contrer un certificat délivré par les autorités fiscales israéliennes. Voilà, pour ma part, j'ai terminé. Merci. Alors, je voudrais juste, effectivement, le certificat est aussi important en France lorsqu'on a des sujets comme l'assurance vie. Lorsqu'on a des demandes de l'administration fiscale, c'est toujours important. Moi, je demande à mes clients d'avoir et de tenir à ma disposition un certificat de résidence fiscale. Alors, en France, c'est beaucoup plus facile de l'obtenir qu'en Israël lorsqu'on en a besoin. Mais voilà, ça fait partie des objets. Concernant les questions, je vais peut-être les prendre et puis on va se répartir les réponses. On avait Patrick qui a posé la question. Bien immobilier en Israël, mais héritier en France et en Israël, imposition en France ou en Israël. Alors on y a répondu, et c'est plutôt moi pour expliquer que En dans ce France. cas-là, je préconise la signature d'un testament pour optimiser les droits de succession en France et éviter de faire payer des droits Mhm. sur les résidents fiscaux israéliens. Et s'il y a démembrement entre-temps, ben, on tient compte du démembrement. Alors attention, en Israël, la notion de usufruit du propriété est plutôt compliquée à comprendre. Donc je vois moi un certain nombre d'avocats qui contournent un peu les règles Alors, de ce que je nous, rebondis on sur a cette l'habitude partie. de faire. Je rebondis Oui. sur cette partie-là Vas-y, parce que vas-y, je te donne la le parole. démembrement n'est pas compris par les autorités fiscales israéliennes parce que l'un des objectifs du démembrement, c'est évidemment d'éliminer les droits de succession. En Israël, étant donné qu'il n'y en a pas, ils ont du mal à l'appréhender. Par contre, le démembrement existe bien en Israël. Certes, pas mal d'avocats tâtonnent, peinent et n'arrivent pas à le mettre en place, mais lorsque c'est bien monté, lorsque c'est bien effectué, le démembrement existe totalement en Israël. Donc profitez-en, utilisez le système du démembrement. Dans les SCI israéliennes, ça fonctionne. On le fait nous-mêmes en interne au cabinet. Donc ce principe existe. Il est compris par certains cabinets, par certaines administrations du fisc, pas par tout le monde. Donc quand il est bien effectué, on va dire, et bien expliqué, le démembrement existe en Israël, donc ne pas tout de suite comment dire, l'ishlol, le nier, l'annuler, mais en tout cas, cette partie doit être faite, et certes, et je rebondis sur ce qu'a dit Georges, il est très mal compris par les autorités, donc souvent on va vous dire que c'est pas possible, que ça n'existe pas. Alors oui, ce qui est logique d'ailleurs parce que la notion de nue propriété, c'est la notion de droit romain entre l'usus et le fructus, et, et que en droit anglo-saxon, ils n'ont pas du tout les mêmes définitions. Néanmoins, nous, on l'utilise pour diminuer les droits de succession. Et moi, je viens de faire une donation en Israël avec un avocat israélien spécialisé, où effectivement, on est passé par ce mécanisme-là et ça évitera des droits de succession plus tard. Alors, Le cas typique du démembrement qui existe, vous êtes français, vous avez un actif immobilier en Israël, vous créez une société israélienne qui va accueillir cet actif, donc dans lequel vous allez céder cet actif contre un emprunt bancaire réalisé en Israël et vous inscrivez les enfants au capital de la société israélienne avec
une convention de démembrement, une convention de mise à disposition de l'usufruit. Voilà le cas typique, concret, qui peut permettre d'éviter de sauter une génération sur des droits de succession d'un actif immobilier, si personne ne prévoit de faire l'ALIA, évidemment, par la suite. Alors, Daniel voulait savoir comment on obtient le stat-up, mais je pense que vous en avez parlé tous les deux, et dans ce cas-là, Ah, vous appelez Nathaniel Cohen, ils sont là. voilà. C'est c'est Monsieur Stat-up. Voilà, c'est ça. Voilà. Deuxième nom de famille. Cela concerne-t-il uniquement les successions à l'étranger? C'est ce que j'ai Oui, compris, hein. oui, oui, On est tout à bien fait. d'accord tous les deux. Que pour On les a, actifs étrangers. on a Muriel Partouche qui demande en cas de décès avec un résident fiscal israélien et un bien immobilier en Israël, y a-t-il un délai pour régler la succession en Israël? Selon nous, Alors, il n'y a pas d'impôt, à moins ouais, alors je pense que là, il nous manque une info. Il y a peut-être, si on a un résident fiscal peut-être français, l'héritier est français, je pense. si l'héritier est français, on a un an. Attention, la succession, elle sera réglée en France, hein. Il n'y a pas de Oui, et la succession à succession l'Angleterre. sera réglée en France. Voilà. Et enfin, et ce sera le dernier, Eric Bloom, si un des deux parents n'a plus toutes ses facultés intellectuelles, comment un enfant peut-il... Voilà, donc Muriel a confirmé l'héritier français, donc on est bien, Muriel, sur un délai d'une année. Alors attention, ça passe très vite, hein. Euh, surtout qu'on a des infos, on a une gestion de la déclaration de succession en France qui est quand même très différente. On doit analyser au regard du shekel à certains moments et des fois la moyenne du shekel sur l'année. Et surtout, penser à une chose, je le rajoute là avant de répondre sur la question d'Éric, c'est qu'une succession, là on vient de parler de la transmission du patrimoine. Mais moi, j'ai une déclaration de succession qu'on doit signer d'ici une dizaine de jours, puisque on doit la rendre avant le 30 juin. Mais ma cliente est devenue propriétaire de biens immobiliers en Israël. Il se trouve que c'est un dossier que Nathanaël a géré au mois de juin 2023 et qu'elle a donc dû déclarer des revenus immobiliers. Et donc, on ne se pose pas uniquement la problématique des droits de succession, on se pose la question de l'impôt sur le revenu, et on a aussi géré, nous, la problématique de l'impôt sur la fortune. Il faut comprendre que la fiscalité, c'est un système complexe de règles qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc, ne pensez pas uniquement à l'impôt sur les successions. On a vu tout à l'heure que ça avait une incidence en matière de plus-value, mais ça a une incidence aussi en Israël. Si vous venez propriétaire d'un bien, et par définition, on décède pas obligatoirement le 1er janvier, en cours d'année, ben, vous avez à déclarer vos revenus et les revenus à la place de l'ayant droit de cette date jusqu'au 31 décembre. Ça Nathanaël, me c'était rappelle un un peu... dossier, ça, Georges, hein, c'est Voilà. vaguement. On a eu beaucoup de mal, mais on y est arrivé. Et donc, Eric, si l'un des deux parents n'a plus toutes ses facultés, comment un enfant peut-il le représenter pour gérer, vendre un appartement à un compte bancaire? Alors là, je veux vous dire qu'en droit français, c'est impossible. Et je connais pas en Israël, mais ça me paraît quand En même Israël, on peut très, faire une très procuration compliqué. générale avec un notaire, mais Ouais. Je pense que tutelle. vous avez un vrai problème. Alors, je crois qu'en Avec, Israël, il y a les mêmes choses de tutelle ou de il faut un curatelle, tuteur, il faut un Tutelle. tuteur. Ouais, exact. et avec un juge derrière qui contrôle. Alors, en France, autant dire, dès que ça se passe, plus rien ne se passe. Parce que un juge, pour pouvoir vendre un bien, va demander une évaluation. Il aura toujours peur que ça lui retombe dessus. Donc, ce sera malheureusement très, très compliqué. Alors là, faut... Directive anticipée. Oui, mais voilà. Donc le problème, c'est que à force d'anticiper, des fois, on n'arrive pas à tout anticiper, et notamment ces maladies. Moi, j'ai un sujet pour une cliente où c'est venu en un mois. Alors heureusement, on avait signé un testament il y a quelques temps, mais derrière, ça pose quand même beaucoup d'autres difficultés. Alors, il y a un Euh, système en Israël qui permet d'organiser ça, c'est ce qu'on appelle le système de trust, l'ordonnance par Oui, trust. quoi, ma chère. Il peut croire qu'une pas cher, ça existe, mais ça c'est uniquement, il n'y a pas d'ordonnance de disposition. Ce que je veux dire par le trust, c'est qu'on peut faire passer ses actifs à l'intérieur d'un trust et à l'intérieur du trust donner les instructions en cas d'incapacité. L'ordonnance du trust sera exécutée par comment dire, le Neeman, donc la personne de confiance, l'avocat généralement, qui va être en charge de l'administration. Très souvent, c'est ce qui va être. Bon, c'est des solutions qui sont coûteuses et généralement qui prennent pas mal de temps à mettre en place, mais en tout cas, c'est la solution, on va dire, pour parer à avant, si la situation de santé le permet. Euh,
si c'est bien mis en place, voilà, on peut récupérer, on peut rectifier le tir. Une fois que c'est déjà en place, l'année Manoute ne sert pas malheureusement. Alors attention, vous aurez une double difficulté si le bien se trouve en Israël, mais que les personnes sont résidentes françaises. Parce que pour le coup, le juge compétent sera le juge français. Hmm. Alors je crois, Rachel, qu'on a terminé sur ce vaste sujet. Ce qu'il faut quand même retenir, à mon avis, c'est, vous voyez des règles qui vont un peu dans tous les sens, avec des cas particuliers qui évoluent beaucoup en fonction de la situation. Est-ce que vous êtes résident fiscaux français? Est-ce que vous êtes ayant droit français d'une personne qui vit en Israël ou en France? Autant d'éléments importants. Et s'il y a juste une chose à retenir, c'est plus vous préparez en avance les choses, plus ce sera simple pour vos héritiers. Encore une fois, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, personne se posait la question de déclarer une succession en Israël, faite en Israël, en France. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Et qu'une succession intervienne en France ou en Israël, on doit la déclarer dans l'autre pays avec toutes les incidences qui existent au niveau civil et au niveau fiscal.